Il a du mal à saisir les longues pattes brûlantes et molles qui s'échappent de ses baguettes et coulent au sol tels des serpents, ce qui fait beaucoup rire Pied de Cendre. Le ventre et les joues des jumeaux s'arrondissent à force de gâteaux aux haricots rouges. Ainsi va la vie des troupes, un jour misérable et le lendemain plongé dans l'abondance. Xiao Qian a déjà compris que la roue des comédiens tourne très vite, que cette prospérité ne durera pas. Voilà, un passage où on est tout de suite plongé dans un monde. C'est tout simple, on est plongé dans l'univers, ça coule tout naturellement. Et moi, c'est ce que j'aime, Estelle, c'est dans votre façon de nous plonger comme si vraiment on était un voyageur de passage. Est-ce que ça vous demande un gros travail de construire vos romans et vos passages de descriptifs où on ne s'ennuie pas, ce qui est souvent pas le cas dans les passages descriptifs? Merci. En fait, pour la description, il y a une personne qui m'a beaucoup appris. C'était ma professeure de français de première, à une époque où pourtant je ne pensais pas forcément être romancière un jour. Et elle m'a fait aimer Madame Bovary de Flaubert en me montrant comment dans les descriptions de Madame Bovary, c'était jamais une description pour décrire un paysage. Mais toujours dans la description, il y avait l'action qui avançait, il y avait le personnage qui se dessinait, il y avait ses sentiments qui apparaissaient, qui évoluaient. Et c'était jamais une description pour la description, c'était jamais statique en fait. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai vraiment beaucoup pensé à ça, à la fois donner un paysage à voir pour justement plonger le lecteur dans un décor, mais en même temps que ça soit pas juste, bon ben là c'est le passage obligé de description, vous allez vous ennuyer pendant un paragraphe, mais c'est nécessaire quoi. C'est vraiment essayer de retrouver cette vie qui irrigue les descriptions, donc justement comme me l'avait montré ma professeure de français. Et pour la petite histoire, en plus, je suis restée en contact avec cette professeure, elle a lu mes premiers romans, et pas encore La Voix des Oracles 2, parce qu'il vient juste de sortir, mais elle a retrouvé ça, cette description, on en a parlé ensemble, et ça m'a vraiment fait plaisir qu'elle le sente, justement. Bel hommage hein, au corps enseignant, c'est pas un métier toujours facile, mais quand on a des élèves qu'on retrouve comme romanciers, qu'on aime les romans, je trouve que c'est merveilleux. Je suis une ancienne prof. Petite confidence. Là aussi, ce que j'aimerais qu'on discute un petit peu, c'est pourquoi vous avez choisi ce monde asiatique, la Chine? C'est assez peu courant dans l'imaginaire occidental. Alors, quand j'ai commencé à parler de ce roman, c'était ici, au Festival des Imaginales, il y a quelques années, avec le directeur de collection, qui est Xavier Mauméjean, un très grand auteur aussi, il a plein de bouquins bien là-bas. Et on parlait donc de ce roman, de ce sur quoi on allait le fonder. Déjà, je viens du théâtre à la base, j'étais comédienne, chef de troupe, donc très vite, écrire un roman sur le théâtre, c'est apparu comme une évidence. Mais après, sur le théâtre et sur quoi? Et je ne sais plus comment, pour être honnête. Mais très vite, c'est venu dans la discussion, cette passion que j'ai depuis que je suis toute môme pour la Chine ancienne, qui est un monde qui finalement n'est pas si connu ou si apprécié ici. Et dans les réactions, justement, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de réactions que j'ai eues après Porcelaine, de lecteurs qui me disaient « la Chine, ça me parle pas » ou « la Chine, je connais pas ». Mais là, finalement, le roman, je l'ai lu et je l'ai aimé. Et c'était vraiment une des choses qui me tenait à cœur dans ce roman, de faire aimer ce monde, de faire découvrir ce monde à des lecteurs qui n'étaient pas à la base attirés par lui. Pour leur montrer vraiment la richesse de cet univers, c'est un monde qui est très varié, qui est toujours en mouvement. C'est le merveilleux chinois, c'est tout un monde de transformation et de messages. Enfin, il y a une route qui peut devenir un dragon. Quelques fleurs disposées de manière particulière, c'est un message qu'envoie la nature ou qu'envoie une fée. Et c'est un monde très riche et finalement encore assez ignoré, donc le faire connaître un peu plus, ça me tenait beaucoup à cœur. Là aussi, vous parliez de votre expérience du cinéma, du théâtre. J'ai l'impression d'un travelling quasiment quand je lis, mais au bon sens du terme. Merci. Disons, c'est vrai que quand on a parlé aussi de l'écriture de ce roman, avec Xavier, on a mis beaucoup de temps à trouver les premiers chapitres. Donc il me les a fait écrire et réécrire et réécrire. Les premières phrases, c'était super long. Et finalement, il m'a débloqué quelque chose en me disant « Écris tes personnages comme si tu les jouais en fait ». C'est vraiment mets-toi dans la peau de tes personnages et écris à partir de là, en les incarnant vraiment. Et quelque part, voilà, je me suis mis dans la peau de mes personnages et en effet, en voyant défiler les scènes comme eux les voyaient défiler, et donc en essayant de trouver leurs gestes et pas d'avoir leurs gestes préconçus, mais plutôt de me dire, bon, il vient de tel univers, il a telle habitude, comment il va réagir là, et presque, enfin, en le jouant à mon bureau ou dans ma salle de séjour quand mon bureau commençait à pas avoir assez de place. Vraiment, en incarnant les personnages concrètement, je pense que vu de l'extérieur, ça devait être assez ridicule d'ailleurs. Mais voilà. Et
Bien, on va poursuivre un petit peu, Sinat, si vous voulez bien, avec un autre extrait de Porcelaine. Je rappelle qu'il a eu le prix elbakin.net, le premier prix littéraire emporté par notre coup de cœur. Le bossu allume 2 rangs de torches le long du chemin serpent, puis rentre dans la pagode. Les flammes brillent haut et clair dans le début de nuit. Pied de Cendre grimace, fronce les sourcils. Cependant, Xiao Shen ne se laisse pas démonter, déroule le long turban de soie jaune qui lui cache le visage. Entièrement déployé, c'est un lait de tissu large comme un drap et long de plusieurs chis. Le garçon tigre va le plonger dans le ruisselet le plus proche jusqu'à ce que la moindre fibre soit imbibée et alourdie d'eau. Puis il le tord dans le sens de la longueur et se retrouve avec en main un fouet de tissu aussi redoutable qu'une chaîne, aussi rapide qu'un lien de cuir. Le temps que l'adolescent prépare son arme, la nuit est entièrement tombée. Alors le garçon tigre grimpe dans l'arbre le plus proche du chemin serpent, bondit d'un saut au milieu des torches, fait claquer 1 fois, 2 fois, 3 fois son fouet lourd et humide, éteignant l'une après l'autre les lumières. Le serpent s'extirpe du sol en sifflant, étire son haut corps contre le ciel sans lune. Sa tête conique plonge vers Xiao Shen. Mais celui-ci a appris à sauter au théâtre. En 2 bonds, il se met hors de portée. Derrière les arbres, Pied de Cendre se mord le poing d'inquiétude, se rend compte trop tard du danger dans lequel il a plongé son ami. La langue du serpent s'enroule autour du corps de Xiao comme un fouet. L'adolescent tigre se penche et la mord voracement. Le sang coule. Les canines acérées du félin arrachent un morceau de chair au reptile qui est forcé de lâcher prise, se tord et siffle de douleur. Profitant de ce bref répit, le garçon mouche les dernières torches. Une obscurité d'encre s'abat sur les falaises. Cependant, le serpent revient déjà à la charge. À présent, il s'oriente grâce aux vibrations que les pas de son ennemi produisent sur le sol. Sa queue donne un grand coup dans le torse de Xiao, le projette au sol. Le garçon tigre se redresse, une douleur intense au côté, mais il n'a pas le temps de penser à sa souffrance. Il doit distraire le serpent pour libérer le passage pour Pied de Cendre. Le serpent le cherche toujours, le frôle, le cogne. Le garçon tigre décide de frapper le reptile à l'estomac, là où sa peau, plus fine, plus claire, laisse apercevoir le dessin des entrailles. À chaque coup que l'adolescent porte, le reptile chancelle, recule. Le fouet de tissu jaune de Xiao semble animé d'une vie propre. Il tape à droite et puis à gauche, prenant à peine le temps de se rassembler dans la main du garçon entre 2 coups. Voilà, on a eu d'abord une description et la façon dont elle est construite. Et là, Estelle nous fait une scène d'action. Et là aussi, ça coule avec la même élégance, la même efficacité. C'est aussi issu un peu de votre connaissance des métiers du cinéma et du théâtre, plutôt du cinéma là. En fait, du théâtre aussi, parce que notamment pour le théâtre, pendant mes études déjà, j'ai fait du combat de scène. Et ensuite, donc, du combat libre, un peu d'arts martiaux divers et variés, ou de l'escrime ancienne aussi. Donc vraiment, j'ai appris concrètement quelques mouvements de base. Et j'ai aussi rencontré pas mal de combattants qui m'aident aussi à mettre en scène les scènes d'action bêtement, qui me les relisent. Donc parfois aussi, on joue des duels dans la cour de mon immeuble, ou aussi une fois dans le jardin de ma grand-mère qui me regardait un peu bizarrement. Mais vraiment, on essaye de mettre en scène autant qu'on peut les scènes d'action. Et après le cinéma, ça m'a plus servi quand je fais des scènes de plus grande ampleur, c'est-à-dire quand c'est vraiment des grandes batailles ou des assauts de châteaux, parce que là, ce que j'ai retenu du cinéma, c'est apprendre à gérer toutes les dimensions d'une scène de bataille. Vraiment de pouvoir la voir de très haut, de pouvoir la voir aussi quand on est dans la peau d'un petit soldat qui est complètement perdu dans la piétaille. C'est dans le 2e tome de La Voix des Oracles, comme ça, il y a une charge de cavalerie parte, et c'est de pouvoir avoir la vue de haut, donc toute la cavalerie qui fonce, et puis que ressent l'héroïne qui est plongée là-dedans, qui n'a pas l'habitude des batailles, que ressent au contraire l'ancien soldat qui lui est tout à la pointe et qui déjà pense avant tout à la stratégie, qui voit la bataille comme quelque part un énorme jeu d'échecs. Et c'est toutes ces dimensions-là en fait que le cinéma m'a appris à voir, vraiment. Après la Chine ancienne, on va partir ailleurs, on va partir à Paris, on va partir au XXIe siècle, 23e, c'est 2 siècles après notre époque. Et puis, c'est un monde, on va dire, post-cataclysmique, après la crise politique et sociale, après les émeutes, après
la crise climatique, bref, ce qui attend nos futurs descendants, dans un temps assez proche si certaines mesures ne sont pas prises. Et bien évidemment, c'est au-delà de ça, c'est aussi une esthétique, c'est aussi des personnages, comme toujours dans les romans d'Estelle Faye, comme un éclat de givre, je crois. Estelle, ce roman, cette idée d'un roman qui était donc en Chine il y a près de 20 siècles, 15-20 siècles, hein, c'est ça. Et d'un seul coup, on se projette dans 2 siècles dans le futur. Vous passez aussi facilement d'une époque à l'autre, d'un monde à un autre. Ça vous plaît de changer? Parce qu'il y a des écrivains qui écrivent toujours le même livre, toujours le même univers, et avec beaucoup de talent, et d'autres qui écrivent des livres différents, et pourtant on reconnaît toujours leur voix. Vous êtes plutôt de la deuxième catégorie. Disons, c'est une des choses qui font que j'ai quitté le théâtre, c'est d'avoir plein d'univers, plein d'histoires, plein de personnages dans la tête qui voulaient sortir, qui voulaient vivre. Et en théâtre, quand j'avais monté ma troupe, j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais beaucoup mettre en scène, j'aimais beaucoup le contact avec le public, travailler avec les comédiens, tout le côté travail d'équipe, ça me parle beaucoup. Mais simplement, quand on a une jeune troupe et qu'on veut la faire vivre, il faut faire tourner la même pièce pendant 5 ans, pendant 10 ans, et pendant 10 ans, on raconte la même histoire, on vit avec les mêmes personnages. Et il y avait plein d'univers que j'avais envie d'explorer, il y avait vraiment plein de monde que je voulais faire vivre, et oui, toute cette galerie de personnages qui étaient là, qui avaient chacun leur ambiance, leur voix, leur vision du monde, et je me suis dit, si je reste quelque part là-dedans, je ne pourrai jamais les faire vivre. Et après, la littérature me permet de faire ça, c'est merveilleux. Eh bien, justement, Silène, on va plonger dans Comme un éclat de givre, on va écouter un petit peu cette voix à nouveau, et on va découvrir un personnage et un univers, et surtout un personnage. Retour au club. Les clients habituels ont déjà abandonné les lieux. Sur scène, mon pianiste sirote son café de minuit. Derrière le bar, le patron termine le nettoyage des verres. Aucun des deux n'est surpris de nous voir débouler à 12. Les planteurs rient et s'interpellent. Des bouteilles réapparaissent comme par magie sur le comptoir. Dans la salle, les lumières se rallument. Soudain, j'ai envie de faire la fête. Je ne veux plus penser à l'inconnu du bar, plus penser à Tess. Je lance un « musique ». Les doigts de mon pianiste se raniment d'un coup, glissent avec célérité sur les touches. Un tempo rapide. Les planteurs approuvent, sifflent et battent du pied en cadence. Je me sers une rasade de tonique. Il y a un miroir au-dessus du bar. J'évite de me regarder dedans, pas envie de constater la déchéance de mon maquillage. Pas besoin surtout. L'ambiance est plus détendue avec les planteurs. Nous faisons fi du décorum. D'un pas souple, plus androgyne que féminin, je remonte sur scène. Je me pose nonchalamment contre le bord du piano, saisis le pied de micro d'une main experte. Je me mets à chanter, un vieux standard jazzy sur un rythme de bossa. And I'm feeling good. Ce n'est qu'à la fin de nuit, alors que nous sommes tous dans un état second, que je trouve un message en rentrant dans ma loge. Un mot de mon inconnu sans doute. Écrit sur un dessous de verre qui vante les mérites d'un apéritif à la gentiane. 7 lettres et 3 chiffres. Safe Pass 132. Une invitation à le rejoindre. Je souris. Puis je manque de vomir parce que j'ai un peu trop bu. De l'air frais me remettra d'aplomb. Voilà, je m'appelle Chet, j'ai 23 ans. Nous sommes le 6 juillet 2267. Deuxième moitié du 23e siècle. Mon siècle. Je chante le soir dans les bars. Je pense à Tess. Je flirte avec des inconnus. Et au matin, je vomis. Voilà, c'est un décor, un univers, un personnage. Voilà, la force, et c'est pour ça qu'Estelle est le coup de cœur de cette année, parce que c'est ce qu'on aime dans le romanesque, c'est cette façon de nous plonger avec un naturel qu'on croirait être celui d'un vieux routier de l'écriture. Alors là, on a un personnage assez incroyable, ce personnage de Chet. Alors bon, on a compris, il va dans les boîtes de jazz, il le chante un peu comme on chantait le jazz et on le jouait au XXe siècle, et puis il le fait... parce qu'on sent qu'il est amoureux des grandes chanteuses de jazz de cette époque, de la nôtre, et il se travestit en femme. Il ne change pas de sexe comme tout le monde, non, lui il se travestit en femme, et à côté de ça il couche avec des hommes, des femmes, et c'est aussi un garçon qui fait le coup de poing, et qui a une certaine masculinité. Là, alors, on s'y repère pas, parce que passer de l'un à l'autre c'est pas grave, mais être un garçon et une fille c'est pas grave, mais alors là, on ne sait plus trop, c'est-à-dire qu'il y a trop dans le genre. Ça vous intéresse ce type de personnage? Ce flou parfois dans le désir, dans la façon d'être, et dans le masculin et le féminin, l'androgynie et le fait de pouvoir passer d'un sexe à un autre. C'est ça qui vous plaît dans le personnage, Estelle? Alors, oui, évidemment.
disons, c'est aussi, mine de rien, ce qu'il y a bien avec la littérature, c'est que ça nous permet justement de faire vivre des choses qui ont parfois un peu plus de mal à exister dans le monde où on est. Et c'est vrai que notamment, il y a un certain regret que j'avais de mes années de théâtre. C'est-à-dire, quand je faisais du théâtre avec notamment mon meilleur ami de l'époque, on voulait tout jouer, on voulait jouer tous les rôles, et notamment, il y a des rôles qui nous attiraient, qui n'étaient pas forcément pour nous. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais des cheveux très longs, je faisais très jeune première, du moins c'est ce qu'on me disait. Donc on me castait dans, voilà, tu vas faire Juliette dans Roméo et Juliette, tu vas faire les marquises dans Marivaux. Et j'avais pas envie de jouer que ça, je me disais, mais finalement on est sur scène, j'ai toujours eu un côté très garçon manqué, je m'identifiais à des héros masculins quand j'étais toute môme. Moi je veux jouer Hamlet aussi, je veux jouer Oreste dans Andromaque, pourquoi on peut pas le faire? Et donc j'ai rencontré mon binôme de théâtre de l'époque, qui était mon opposé parfait. Moi j'étais très tragédienne, donc avec très pâle, longs cheveux bruns. Lui il était très blond, très au contraire lutin sautillant, et lui c'était l'inverse, vraiment, moi je voulais jouer Oreste, lui il voulait jouer Electre, et on se disait on va mettre ça en scène, on va le proposer et ça va marcher. Et le public, quand on trouvait un petit public, il nous suivait, mais après quand on le proposait aux professeurs dans nos cours, ou quand on allait essayer de monter des dossiers pour le monter en pièces, tout le monde nous disait non mais c'est très bien, c'est très joli ce que vous faites, mais vous allez inverser maintenant, quoi. Donc, et je faisais une très très mauvaise Electre en plus, j'étais pas du tout dans le rôle. Mais c'est vrai, et je me suis posé la question aussi, qu'est-ce qui fait mon identité sur scène, ou qu'est-ce qui fait mon identité par exemple quand je suis auteur? Est-ce que quand je suis auteur, le plus important, c'est que je sois un auteur femme plutôt qu'un auteur homme? Est-ce que c'est pas, par exemple, est-ce que le fait que je sois dans l'imaginaire, c'est pas plus fondateur de mon identité d'auteur que le fait que je sois une femme? Et pourtant, le monde nous renvoie encore souvent à ça. Avant tout, dans toutes les circonstances, je dois être une femme, et après seulement je peux être un auteur. C'est toutes ces questions-là, en fait, que j'ai mis dans le chat, et quelque part, j'ai créé un monde où, bien sûr, il y a des difficultés, mais au moins, il n'y a pas celle-là. C'est-à-dire, il n'est pas tout le temps renvoyé à ce qu'il doit être selon le fait qu'il soit un garçon ou une fille. C'est pas ce à quoi on le renvoie en premier, quoi. Et je me suis dit, je vais tester ça, voir si dans ce monde-là, ça peut être possible, si ça peut marcher, si ce personnage peut exister. Et des retours de lecteurs que j'ai, ben oui, finalement, ce personnage existe, les gens y croient, les gens le voient vivre, et ça me fait super plaisir, voilà. Donc, et quelque part, c'est ma petite revanche sur le prof qui voulait pas me laisser jouer au reste. Eh bien, Silène, un deuxième et dernier extrait pour entendre, là encore une fois, le roman comme un éclat de gifle. Et puis, peut-être avoir cette fois-ci l'univers lui-même. C'est officiel, la température est extrême, anormale, démente même pour ce cœur d'été. Un signe avant-coureur du chaos, d'une nouvelle apocalypse. La fin du monde a commencé ainsi autrefois, par le dérèglement du climat. Est-ce que l'histoire bégaye aujourd'hui? Je n'en sais rien, je m'en contrefiche. Je remonte sous les arches de la cour de Rohan. Les vitrines des parfumeurs, des bibelotiers et des antiquaires, pas nettoyées depuis des lustres, s'effacent dans la pénombre. Je rentre dans une échoppe au hasard, comme on se jette à l'eau. Un bric-à-brac poussiéreux comme il en existe tant par ici, mélange de curiosités, de bijoux anciens et de pacotilles, de porcelaine et d'émaux, de fausses statuettes de Rodin, danseuses en cuivre vert et tutus de tulle rose. Ménagerie d'oiseaux automates, de fées hologrammes, d'éléphants minuscules en ivoire et de chimères empaillées. À la lueur incertaine d'une lampe d'albâtre, je tourne dans le magasin. Je ne sais pas quoi prendre. Mes sandales s'enfoncent dans les tapis au sol. Je cherche des yeux le propriétaire, je ne l'aperçois nulle part. Un rideau de velours, autrefois cramoisi, aujourd'hui vert de grisé, masque l'arrière-boutique. Je ne sais pas si je dois appeler. Le marchand ne paraît pas craindre les voleurs. Ou peut-être ceux-ci ne s'aventurent-ils plus hors de leur repère en plein jour à cause de la chaleur.